Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Paysage majestueux, façonné par le passage d'immenses glaciers qui ont recouvert une partie de l'Amérique du Nord il y a déjà plusieurs millénaires. Cette région est parsemée de lacs et de rivières et chacun de ces cours d'eau procure une foule d'activités, soit au niveau touristique, économique ou simplement pour s'évader au cœur de la tranquillité. Ici, les gens sont reconnus pour être travaillants, fiers et déterminés. Mais en 1996, la tranquillité de cette région, d'un peu moins de 300 000 habitants, est perturbée. Ces gens ont vécu un désastre naturel qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. Nous sommes le 18 juillet. Depuis 2 jours, la région a reçu 155 mm de pluie, soit 41 mm de plus que la moyenne habituelle pour tout le mois de juillet. À Bagotville et dans la réserve faunique des Laurentides, on enregistre des records de précipitations. Et ce n'est pas terminé. Une profonde dépression s'est formée au-dessus des Grands Lacs et dérive très lentement sur le nord-est du Québec. Trop lentement, selon les spécialistes. Avertissement de pluie abondante. Veille météorologique avec avertissement de pluie abondante pour les régions de Latuc, réserve faunique des Laurentides, Saguenay, Rimouski et Matapédia. Des quantités importantes de pluie sont attendues près de la trajectoire du système, accompagnées d'orages et de vents violents. Avertissement de pluie abondante. Une intense dépression située sur la péninsule gaspésienne demeurera presque stationnaire au cours des 24 prochaines heures. Des quantités importantes de pluie sont attendues au nord du fleuve Saint-Laurent, cette nuit et samedi, pour les régions de Charlevoix, Saguenay, Manicouagan, Bécomo et Sept-Îles. Toutes les autorités sont sur le qui-vive. La sécurité civile, les représentants municipaux et les policiers seront à leur poste, prêts à affronter le pire. Et c'est justement ce qui arrive. La région a reçu 280 mm de pluie en 72 heures. Le plus important déluge du siècle au Canada, avec un écoulement d'eau équivalent à celui des chutes Niagara pendant 2 mois. Les digues ont été défoncées, des ponts se sont écroulés, des parties de route se sont affaissées, les réseaux de distribution d'eau et d'électricité ont été endommagés et plusieurs maisons, des fermes, des voitures, des remises, des arbres ont été ensevelis sous des tonnes d'eau et de boue. Voici un portrait fidèle des événements de 1996 qui vous remémorera l'ampleur de la tragédie. Le déluge de 1996 a touché toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, la majorité des dommages sont survenus dans le secteur du Saguenay. Au Lac-Saint-Jean, c'est la municipalité d'Héberville qui a été la plus éprouvée. La Belle-Rivière, qui prend sa source au lac de la Belle-Rivière dans le parc des Laurentides, pour par la suite se déverser dans le Lac-Saint-Jean, s'est mise à ignorer les méandres sinueux de son parcours. Elle s'est créée une nouvelle voie à travers un quartier, inondant maisons, chalets et arrachant le pont de ses assises. La Belle-Rivière ne portait vraiment plus son nom. Dans le secteur du rang 3, elle a coupé le seul chemin carrossable, arraché le pont de métal, provoqué un glissement de terrain majeur et forcé ainsi l'évacuation de 85 résidents.
Au Bas-Saguenay, c'est la petite municipalité de l'Anse-Saint-Jean qui est la plus durement touchée. La rivière Saint-Jean, qui prend sa source dans le lac Brébeuf pour ensuite traverser la municipalité de Lens et se déverser dans la rivière Saguenay, est déchaînée. Des routes coupées, des maisons emportées, tordues ou lavées, des glissements de terrain, le système d'aqueduc effondré, les communications téléphoniques interrompues, le réseau d'électricité en panne, un pont détruit, mais heureusement, aucune perte de vie humaine n'est à déplorer. Les images parlent d'elles-mêmes. Environ 126 maisons sont évacuées et sur ce nombre, 102 sont détruites ou très sérieusement endommagées. Pendant ce temps, Jonquière vit, elle, au rythme de ses deux affluents. La rivière aux Sables, qui est contrôlée par les barrages de Pibrac et Pibrac-Ouest du lac Kenogami et qui compte deux barrages, un appartenant à la compagnie Abitibi-Price et l'autre à la ville de Jonquière, et le ruisseau Deschênes qui, lui, traverse le secteur d'Arvida après son passage près de la crique Outlet au lac Kenogami. Le niveau d'eau anormalement élevé de ces deux cours d'eau inquiète. Les installations ne suffisent plus à contrer l'incroyable masse d'eau tombée du ciel. Sur la rivière aux Sables, des maisons sont emportées. L'aménagement d'un parc est entièrement détruit. Un quartier résidentiel est évacué et deux imposants HLM sont précipités dans la rivière. Les barrages tiennent le coup, mais la rivière, elle, change de lit et se forge un chemin en grugeant l'argile de ses rives qui se détache en morceaux énormes. L'usine Abitibi-Price est évacuée en raison des dommages causés à son alimentation en eau et à son atelier de pâte mécanique. La nouvelle centrale électrique de la ville, fraîchement rénovée au coût de 6 millions de dollars et en opération depuis à peine un mois, est inondée. L'usine Vaudreuil-Dalcan perd son alimentation en eau et frôle la catastrophe quand elle voit un cours d'eau gonflé par les pluies torrentielles s'approcher de ses installations d'électrolyse. Le contact de l'eau et de l'aluminium en fusion aurait à coup sûr provoqué une incroyable explosion. Les autorités font creuser un canal pour éviter l'inondation et ainsi détourner la menace. Le changement de cours de la rivière aux Sables a également emporté l'usine de filtration et de traitement de la compagnie Cascade. En somme, toute l'infrastructure industrielle est très durement touchée. Du côté d'Arvida, le ruisseau Deschênes, qui normalement en cette période de l'année n'est qu'un mince filet d'eau, est maintenant devenu un torrent incontrôlable qui arrache tout sur son passage. Une chute d'eau s'est créée, due au rehaussement du niveau d'eau à la hauteur de la route 170. Les autorités doivent y assurer la sécurité. Le petit ruisseau a emporté de nombreux ouvrages de toutes sortes et même plusieurs tronçons de route.
À l'est de Chicoutimi, où passe la rivière du Moulin, les dégâts sont considérables. Plus à l'ouest, la rivière Chicoutimi débute au pied du barrage Portage des Roches, un autre ouvrage de régulation du lac Kenogami. Jalonnée de 4 autres barrages, elle continue de couler sur une distance de 24 km, passant dans la partie urbaine des villes de Laterrière et de Chicoutimi, avant de se jeter également dans le Saguenay. Cet affluent qui prend sa source dans le parc des Laurentides, puis traverse la municipalité de Laterrière, a brutalement gonflé et provoque sur son passage de nombreuses inondations avant de se jeter dans le Saguenay. Ici, la situation est inquiétante. Le niveau du lac Kenogami ne cesse d'augmenter et le débit des rivières du parc des Laurentides, qui alimentent le lac, ne cesse d'augmenter également. On doit ouvrir les évacuateurs du barrage Portage des Roches et libérer par le fait même une importante quantité d'eau, ce qui entraînera l'inondation de plusieurs résidences de Portage des Roches qui sont situées de chaque côté de la rivière Chicoutimi. Le niveau a monté d'une telle ampleur qu'on doit évacuer des centaines de personnes en toute hâte. Les terrains sont détruits et les habitations sont littéralement baignées. Au village de Laterrière, le scénario est le même. Ce quartier comportait pourtant des dizaines de maisons neuves. Imaginez les pertes. Les rues, les terrains, les maisons, les biens de toutes sortes, tout est inondé. La rivière a quintuplé de largeur sous les pluies diluviennes des derniers jours. Le pont a peine à suffire. Et les débris s'entassent en amont, exerçant une pression supplémentaire, comme si cela ne suffisait pas. Dans le rang Saint-Pierre, la rivière continue de faire des dommages aux résidences. Elle creuse de chaque côté dans l'argile friable et rien ne peut l'arrêter. Chemin de fer, emprise de pont, tout y passe. Là aussi, on doit évacuer des gens et fermer des routes. À Chute-Garneau, les pelles sont grandes ouvertes, mais ce n'est pas suffisant. L'eau passe maintenant par-dessus la crête du barrage et se ferait un chemin de chaque côté de la digue à travers le roc et l'argile. La même situation se produit à Pont-Arnaud, où une fissure menaçant l'installation est constatée.
L'eau exerce une immense pression, mais pour l'instant, l'ouvrage tient bon, malgré les 30 cm d'eau qui passent par-dessus la digue. Au barrage de la compagnie Elkem, les vannes régulatrices ont peine à suffire. Et nous voici rendus au bassin de Chicoutimi. Ces images aériennes, encore une fois, en disent long sur l'ampleur du désastre. Le réservoir de la compagnie Abitibi-Price est plein à ras-bord et l'eau se déverse maintenant du côté est, inondant une bonne partie du bassin. Sur le site de la vieille pulperie où se trouve la maison du peintre Arthur Villeneuve, l'eau déferle furieusement et les dommages se comptent à coups de millions de dollars. Les eaux ont littéralement envahi le quartier historique du bassin, le plus vieux quartier de Chicoutimi, détruisant des dizaines de maisons. Tous les immeubles, gros comme petits, s'effondrent. L'eau déferle dans les rues, emportant tout ce qu'elle trouve sur son passage. Ici, sur la rue Bossé, ce n'est qu'une question de temps avant que l'eau n'ait raison des quelques maisons qui se trouvent encore dans son sillon. Regardez bien l'eau, terrible élément destructeur, s'acharner sans pitié sur cette maison. Cependant, une petite maison se dresse, seule au milieu des flots, résistante aux forces de la nature. C'est suite au premier déversement du barrage Price en 1947 que le propriétaire, M. Alir Genet, prit la décision de faire de nouvelles fondations ancrées au roc. Incroyable mais vrai, elle a résisté aux milliers de mètres cubes d'eau qui sont passés de chaque côté et même de l'intérieur. Elle a résisté à l'image des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ville-de-la-Baie est coupée en 3 parties par 2 importantes rivières qui font aussi leur ravage. Il y a la rivière Amars, qui arrive directement du parc de Laurentides, traverse le secteur Port-Alfred pour ensuite se jeter dans le Saguenay. Il y a aussi la rivière AA, provenant du lac AA, situé près de Fernand-Boileau, qui traverse le secteur de Grande-Baie avant de rejoindre le Saguenay.
Le long de la rivière à Mars, on constate beaucoup de dommages. Le cours d'eau a refait son lit et a détruit ou endommagé pas moins d'une centaine de maisons, des véhicules et tout ce qu'elle a trouvé sur son passage. Les chemins Saint-Louis et Deschutes qui bordent la rivière ne sont pas épargnés. Le camping du jardin de mon père qu'on voit ici a été complètement emporté. La passe migratoire aménagée pour les saumons n'y a pas échappé non plus. La scierie Saguenay, située à quelques pas de la rivière, est évacuée et subira de lourds dégâts. 3 ponts enjambent la rivière à Mars. L'un d'entre eux n'a pas résisté à la force des flots. Il est coupé et rendu impraticable. Les 2 autres sont fortement amochés. Des débris de toutes sortes s'entassent furieusement contre leur structure. On doit fortifier leurs piliers et leurs berges afin de pouvoir circuler librement et d'éviter que les secteurs ne demeurent isolés plus longtemps. Le réseau ferroviaire a lui aussi été durement touché. 5 kilomètres de voies ferrées de la compagnie Alcan ont été détruits de même que plusieurs viaducs. On doit trouver de nouvelles solutions pour acheminer les matières premières qui arrivent par bateau aux installations portuaires de la baie, afin de les acheminer vers les usines Alcan de la région. Étonnamment, même si les ponts et le sol s'affaissent sous les chemins de fer, les rails, quant à eux, tiennent le coup et survolent le désastre. Sur la rivière AA, c'est la catastrophe. La digue du lac AA, communément appelée Cutaway, a cédé. Le lac s'est vidé, déversant 15 000 de ses 23 000 mètres cubes d'eau dans la rivière AA. Le niveau du lac, abaissé d'environ 15 pieds, présente un spectacle de désolation. On avait bien essayé d'ouvrir les pelles du déversoir, mais ce fut peine perdue. Une commission d'enquête sera formée pour faire la lumière à ce sujet. La rivière, devenue de 15 à 30 fois plus large, dévaste tout sur son passage, y compris une bonne partie de la route 381.
À Boileau, un méandre de la rivière a inondé tout le village, de sorte que l'eau s'est infiltrée dans les maisons. De ce fait, on a dû les brûler, car les bactéries et la moisissure les rendaient inhabitables. La rivière inonde tout sur son passage. L'eau s'infiltre dans les maisons. 80 d'entre elles sont lourdement endommagées. 19 ne sont plus habitables en raison des bactéries et la moisissure, et 7 ont carrément disparu, emportées par la crue. Le ministère des Transports doit rebâtir un chemin d'accès temporaire pour les habitants de la municipalité, en attendant qu'un nouveau tronçon de la route 381 soit reconstruit. La rivière continue son nouveau tracé dans le rang Saint-Jean à l'Abbé, où là encore, maisons, fermes et terrains sont engloutis. Et elle ne s'arrête pas. Quand elle arrive finalement à Grande-Bay, elle lave littéralement le secteur. Le coup d'eau de la rupture de la digue aura pris environ 4 heures avant d'arriver dans la baie des AA. Sous la vague, une partie du boulevard Grande-Bay, la rue Monseigneur-Dufour, la Caisse populaire Saint-Alexis, ainsi que son guichet automatique et sa voûte, des édifices, une épicerie et un dépanneur sont emportés par la crue. C'est le désastre total. La population de Grande-Bay est en émoi. Plus de 1200 personnes sont évacuées. Les autres ne peuvent que constater les dégâts. Sur la rue McNichol, l'irréparable se produit. 2 enfants périssent quand un flanc de montagne se détache et qu'une immense vague de boue s'infiltre dans leur maison. Les parents ont tout juste le temps de se sauver avec leur jeune bébé. C'est là le plus lourd bilan de la catastrophe. Des centaines de maisons sont ensevelies. D'autres sont soufflées par la force du torrent. Le paysage est méconnaissable.
La base militaire de Bagotville est devenue la plaque tournante au niveau des sauvetages et des services aux sinistrés. Les hélicoptères ont fait la navette pour l'évacuation de Labbé, La Terrière et Ferland-Bois. Les militaires ont apporté de la nourriture et de l'eau potable aux gens du bassin. On fournit matelas, sacs de couchage, vêtements et repas chauds aux 1300 personnes qui ont trouvé refuge dans le gymnase de la base militaire. L'organisation et la gestion des bassins hydrographiques de la région sont mises en doute. La commission Nicolet est formée afin de faire toute la lumière sur cette gestion. C'est le moment pour les citoyens d'exprimer leurs sentiments et leurs idées sur les actions qui devront être prises dans le futur afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. La Croix-Rouge met sur pied un programme exceptionnel de distribution de biens essentiels pour les sinistrés du Saguenay. Elle établit des centres de distribution et l'aide financière provient de partout au Québec, du Canada et même de l'étranger. Les deux paliers de gouvernement s'unissent et annoncent un fonds spécial de 200 millions de dollars pour la reconstruction et l'indemnisation aux sinistrés. Ils s'impliquent également au niveau des municipalités et des PME. Un spectacle Solidarité animé par Michel Barrette est organisé et amasse plusieurs millions de dollars en quelques heures seulement. La population du Québec se serre les coudes, comme elle le fera plus tard dans la crise du verglas dans la région de Montréal. Sur le terrain, la reconstruction a débuté. À l'Anse-Saint-Jean, on travaille fort pour retourner la rivière dans son lit d'origine. On refait aussi les piliers qui porteront le nouveau pont. Dans le secteur de Grande-Baie, on s'affaire à créer un lien routier pour rejoindre les deux rives. Des camions transportant du roc et du gravier travaillent à reconstruire les principales routes et ponts. Partout, des déchets et débris jonchent le sol. Le paysage est méconnaissable. Il est envisagé pour la raccord ici sur la rive. Même spectacle au bassin de Chicoutimi. Les rues sont bondées de pierres et de débris de toutes sortes. Il n'y a plus moyen d'habiter dans la zone ici. Ici et là, on aperçoit des restes de fondations, seuls indices que jadis des maisons s'y trouvaient. La petite Maison Blanche du 441 rue Gédéon a regardé passer le drame solidement et fièrement ancré dans le parc. Le calme et la tranquillité sont maintenant revenus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La population n'oubliera jamais le travail énorme des policiers, pompiers, de la protection civile, de l'armée et des organismes humanitaires qui ont tous contribué au mouvement de solidarité. Ce déluge aux proportions bibliques, qui n'arrive qu'une fois tous les 10 000 ans selon certains spécialistes, a laissé des marques. Mais les gens ont retroussé leurs manches pour reconstruire leur coin de paradis. La vie a repris son cours.